Anne Granger, je suis responsable de l'unité personnes âgées et personnes en situation de handicap au sein du service solidarité de la délégation d'Ancenis. La délégation d'Ancenis intervient sur le territoire de la Compa, mais intervient en faveur du département de la Loire-Atlantique. Du jour au lendemain, annonce gouvernementale, fermeture des écoles, 3 jours après, fermeture de tous les services, la France est à l'arrêt. Les services publics ont fermé, les EHPAD ont fermé leurs portes, les résidents se sont retrouvés enfermés à l'intérieur avec toute la bienveillance du personnel. Le personnel hospitalier médical à domicile se retrouvant à devoir accompagner un public en fragilité sans aucun matériel permettant de le faire en toute sécurité pour eux-mêmes et pour les personnes qu'ils accompagnent. Donc à ce moment-là, les consignes, effectivement, elles étaient données pour une semaine, puis une autre semaine, et puis on pouvait revenir, on essayait d'adapter pour voir comment, à distance, on essayait de répondre à minima au public en les protégeant, en protégeant les salariés, et en répondant, je dirais, vraiment au minimum vital. Ce qui me semble important, c'est quand on dit, nous, public personnes âgées, c'est plus de 60 ans. Derrière plus de 60 ans, c'est pas un public, c'est des publics, c'est des hommes, c'est des femmes avec des vies différentes, des histoires de vie différentes. En fait, on voit bien dans les interventions qui sont menées, que ce soit en EHPAD, à domicile, les professionnels qui interviennent, ils font du sur-mesure. Ils adaptent leur intervention aux besoins de la personne, de cette famille-là. Les services d'aide à domicile ont eu la consigne de prioriser leur intervention sur l'aide au corps. L'aide au corps, c'est toutes les aides à la toilette, au lever, au transfert. Et toutes les aides qui étaient plus sur le ménage, l'entretien du logement, l'entretien du linge et la lutte contre l'isolement social ont été stoppées à un temps donné. Parce que c'était cette question des moyens humains aussi, comment répondre et protéger aussi ses salariés. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de blouse. Donc pas véhiculer le virus chez d'autres. Au bout d'un mois à peu près, on a pu réintervenir chez ces personnes sur le volet lutte contre l'isolement. Après ce premier mois, c'est devenu très très compliqué. Et les troubles cognitifs se sont dégradés en fait. Les situations se sont dégradées. Quand l'accueil des Mancellières a réouvert, Cathy Thomas, la responsable, en faisait le constat en fait. Alors les publics à domicile qui avaient un entourage ont pu garder du lien social parce qu'une partie de ce public-là nous a informé que leurs enfants ont pu venir aussi dans leur famille, les soutenir ou les accueillir. Il y a eu des transferts géographiques pour se regrouper. Sur la difficulté pour les aider et les aidants, c'était la même chose pour les personnes en situation de handicap et leurs familles. Prendre en charge un jeune en situation de handicap, en fonction de son degré de handicap et en fonction du besoin d'accompagnement au domicile, a pu être vécu très difficilement. En EHPAD, le risque, ça a été plutôt, les personnes se sont retrouvées, je vous disais, enfermées à l'intérieur avec le personnel bienveillant, avec tout cet accompagnement, mais sans plus pouvoir avoir de lien avec l'extérieur. Donc il y a eu le développement du numérique, les tablettes, pour faire des Skype, des WhatsApp, etc. Et il y a eu des dotations qui ont été données. Ça a répondu à une partie de ce public-là, en permettant d'avoir des liens virtuels, pas physiques, mais au moins virtuels. Et puis il y avait le public qui était réfractaire à cette utilisation de ces outils numériques, et puis le public qui a des troubles cognitifs. Et quand on a des troubles cognitifs, c'était pas adapté, ça n'a pas répondu aux besoins. Donc c'est là où a été évoqué le syndrome de glissement dans certains EHPAD, de résidents ou de familles qui étaient à l'extérieur de l'EHPAD. Il se peut que dans un couple, il y en a un qui soit à l'EHPAD et l'autre au domicile, qu'avant confinement, celui qui est à domicile avait organisé sa vie en allant tous les jours voir son compagnon ou sa compagne de vie en établissement, passer les après-midi ensemble, et là brutalement tout s'arrêtait. Et là l'isolement il a été évoqué, relayé par les publics après ce premier confinement. Au deuxième confinement, la situation elle est différente. La volonté a été de maintenir notre accompagnement et notre intervention en allant à domicile, rencontrer la personne qui demande la part, son entourage, et évaluer la situation dans sa globalité. Donc les personnes à domicile âgées ont pu continuer à avoir l'intervention des services d'aide à domicile comme prévu dans leur plan d'aide. Ces dispositifs pour soutenir la personne et son entourage ont été maintenus beaucoup plus. Ce qui a disparu totalement,
c'est tout ce qui est le collectif. Il n'y a plus de clubs de retraités, les activités sportives sont arrêtées. Là, dans le deuxième confinement, on ne pouvait plus aller voir ses voisins, ses voisines, même faire une partie de belote. En fait, on se retrouve centré sur soi-même. Du public totalement autonome a perdu tout cet étayage amical et environnemental. Et quand on est seul, la situation, elle devient extrêmement compliquée à vivre. Il y a eu pas mal d'articles là sur la question de la souffrance psychique. Je pense qu'on voit que la pointe immergée de l'iceberg. Moi, dans mon entourage, on m'a dit, pour le premier confinement, une dame de 84 ans m'a dit c'est pire que la guerre. Parce que quand j'avais 20 ans, que je vivais la guerre, au moins je pouvais voir mes amis. Bah, c'est quand même dur.